Après 2 années parisiennes exaltantes mais épuisantes, Vincent a besoin de se ressourcer à la campagne. Sur les conseils de son ami Toulouse-Lautrec, il se rend à Arles, le pays de la lumière et des tons gais. Ébloui par la limpidité de l'air et le ciel bleu, il peint des vergers en fleurs, la Méditerranée, des champs de blé, des jardins, des paysages qui l'émerveillent et l'enchantent. Il jouit du soleil comme une cigale et se sent presque aussi heureux qu'il pourrait l'être dans l'idéal de la vraie vie. Sa peinture n'a jamais été aussi libre, son style s'affirme, il n'hésite plus à outrer les couleurs davantage. Il est d'autant plus ravi qu'il vient de louer une jolie maison entourée de jardins sur la place Lamartine. Il rêve d'en faire un atelier du Sud, un havre pour ses amis peintres parisiens qui pourraient venir vivre et travailler avec lui. Située sur une belle place donnant sur le Rhône, la Maison Jaune est un petit bâtiment à 2 ailes. L'aile droite est occupée par un couple d'épiciers avec leur logement au-dessus. L'aile gauche, celle qu'a louée Vincent, est composée d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine, un grand séjour et 4 petites chambres à l'étage. Il en fait un dessin, puis une aquarelle, et enfin une peinture somptueuse qu'il décrit à son frère. Ma maison ici est peinte en jaune beurre frais à volets vert cru, et elle est en plein soleil sur la place où il y a un jardin vert, des platanes, des lauriers roses, des acacias. En dedans, elle est toute blanchie à la chaux, et le sol est en briques rouges, et le ciel bleu intense. Là-dedans, je peux vivre et respirer, et réfléchir, et peindre. Il l'aménage et la meuble avec amour. Ma chambre à coucher à moi, je la voudrais excessivement simple, mais avec des meubles carrés et larges. Mon lit à moi, je vais le peindre. Il aura 3 sujets. Peut-être une femme nue, je ne suis pas fixée. Peut-être un berceau avec un enfant, je ne sais. Et la maison sera à ce que je me propose de peinture toute pleine du haut en bas. Tu verras, un jour ou l'autre, le tableau de la petite maison en plein soleil, ou bien avec la fenêtre éclairée et le ciel étoilé. Ta maison de campagne. La chambre où tu logeras aura les murs blancs et une décoration de grands tournesols jaunes. Le matin, en ouvrant la fenêtre, on voit la verdure des jardins, le soleil levant et l'entrée de la ville. Ce ne sera pas banal. J'ai mon idée. Je veux en faire une maison d'artiste, mais non pas précieuse, mais tout, depuis la chaise jusqu'au tableau, ayant du caractère. Vincent est au fait de son bonheur et au summum de son art. Dans sa petite maison jaune, Vincent va connaître le meilleur, mais aussi le pire. Pour réaliser son rêve d'atelier du Sud, il invite Gauguin à le rejoindre. Les premiers temps, ils peignent ensemble aux Alicants et dans la campagne environnante, mais très vite leur relation se détériore. Ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Les dernières toiles de Gauguin en Bretagne montrent des enfants qui luttent et le combat de Jacob avec l'ange. Vincent, lui, a la tête dans les étoiles. Et le jour, il peint de grandes fleurs jaunes ou des jardins. Le lutteur et le rêveur ne vont pas faire bon ménage. Alors que Vincent chérit Arles, sa nouvelle patrie, Gauguin trouve tout petit, mesquin, les paysages et les gens. Il déteste les auteurs Daudet, Zola et les peintres Millet, Monticelli, Daumier que Vincent vénère. De son côté, Vincent n'aime pas Ingres, Degas, Raphaël, les peintres préférés de Gauguin. C'est romantisme contre primitivisme, Millet contre Degas. La Maison Jaune devient le cadre de tensions extrêmes.
Gauguin a fait un portrait de Vincent qui ne va pas lui plaire. « C'est bien moi, mais devenu fou », a-t-il écrit. Son dernier autoportrait le montre amaigri, anxieux. Il est d'autant plus troublé qu'une lettre de sa mère lui apprend que son frère va se fiancer avec Johanna, une jeune fille qui l'avait repoussée une première fois. Vincent se rappelle que Théo en avait beaucoup souffert. De plus, il craint que ses fiançailles ne remettent en question l'aide qu'il lui apporte. C'est ce même jour que Gauguin décide de partir. Pendant qu'il rassemble ses affaires, Vincent se réfugie dans l'atelier et travaille sur une toile de corrida avec des taches de sang dans l'arène. Après le départ de Gauguin, il monte à l'étage et constate qu'il a emporté la plus belle toile de tournesol. Il est furieux, veut une explication. Il pense que Gauguin est allé au bordel qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Il veut le rejoindre, mais avant, il doit se changer, se raser. Devant son miroir, un trop-plein d'angoisse fait déraper sa main. Un besoin de se faire mal, de se mutiler, que la douleur physique soit plus forte que le désespoir. Un coup de rasoir brusque, rageur, son sang coule, un beau rouge. Son oreille gauche gît dans la cuvette. Un cadeau pour Gauguin, ce toréador. Il la prend dans sa main, fait un bandage sommaire autour de sa tête, se couvre d'un bonnet et se rend au bordel, mais Gauguin n'y est pas. Ne sachant plus que faire de son morceau de chair sanguinolent, il le tend à Rachel, une des filles, lui dit d'en prendre soin, puis s'en va. Quand elle voit ce que Vincent a mis dans sa main, elle s'évanouit. Il revient chez lui. Les forces lui manquent, il perd beaucoup de sang. Arrivé à son lit, il tombe dans un lourd coma. Quand il se réveille, les gendarmes sont là. On l'emmène à l'hôpital. Il subit une terrible crise qui nécessite qu'on l'isole dans une cellule. Théo, affolé par un télégramme inquiétant de Gauguin, arrive à Arles le jour même où il devait se rendre à Amsterdam pour faire sa demande en mariage. Vincent a, en quelque sorte, empêché ses fiançailles. Au bout de quelques jours, il se sent mieux. Félix Ray, l'interne qui le soignait, bienveillant, attentif, il le tranquillise. Aidé par Roulin, il regagne la Maison Jaune. Encore inquiet et craintif, il implore son propre calme. « Nous devons nous tenir tranquilles pour ma peinture à moi. » Il a promis au docteur Ray de faire son portrait. Mais avant, il doit se réhabituer à peindre. Il réalise une nature morte d'un crabe ventre à l'air qui révèle bien son état d'âme. Quelques jours après, il peint une autre toile avec 2 crabes. L'un est toujours ventre en l'air, mais l'autre s'est mis à marcher. Il peint ensuite 2 autoportraits à l'oreille bandée qui le rassurent sur ses qualités de peintre. Il se remet lentement lorsqu'il reçoit un nouveau coup de massue en pleine poitrine. Roulin le prévient qu'une pétition demandant son internement circule dans le quartier. Par ordre du maire, on l'enferme dans une cellule sans fenêtre où il vivra les journées les plus sombres de sa vie. On lui interdit de dessiner, de peindre et même de fumer, ce qui est permis aux autres malades. 3 semaines plus tard, il peut quitter sa cellule, mais doit rester à l'hôpital dont il peint le jardin et la salle commune. L'après-midi, il retourne à la Maison Jaune pour travailler sur des natures mortes. L'animosité persistante des voisins le pousse à partir. Sur les conseils de son frère et du docteur Ray, il décide d'aller vivre dans un hospice à Saint-Rémy où il pourra continuer à peindre tout en étant pris en charge. Il déménage avec tristesse. Son beau rêve de maison pour les peintres est mort. Mais la Maison Jaune restera inscrite dans l'histoire universelle comme l'une des plus célèbres des maisons d'artistes.